Je suis Joshua, 32 ans, et ma famille est partie en vacances de luxe à Paris avec l'argent que je leur avais prêté pour une réparation d'urgence de la maison, me laissant derrière en me disant qu'ils étaient fauchés. Avant de vous raconter la vengeance par la terre brûlée que j'ai exercée sur ma propre chair et mon sang, faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Tout a commencé un mardi matin, le genre de mardi qui semble traîner les pieds dans du ciment humide. J'étais dans ma cuisine, fixant une part de pizza pepperoni réchauffée qui tournait dans le micro-ondes. C'était mon petit déjeuner. Je suis un homme de 32 ans, directeur marketing dans une grande entreprise de technologie à Seattle. Et je mangeais de la pizza caoutchouteuse pour le petit déjeuner parce que j'étais trop déprimé pour faire des œufs. Pourquoi étais-je déprimé? Parce que 5 jours plus tôt, ma mère Cameron m'avait appelé en larmes. Je me souviens exactement où j'étais quand cet appel est arrivé. J'étais à mon bureau, examinant les rapports budgétaires du 4e trimestre, me sentant bien après mon augmentation de salaire et la promotion que je venais d'obtenir. J'ai vu maman s'afficher sur l'écran de mon iPhone et j'ai décroché immédiatement. Salut, maman. J'étais sur le point de t'appeler pour l'itinéraire, dis-je, ma voix pleine d'une excitation sincère. Nous étions censés aller à Paris. Nous tous, moi, mes parents, mon jeune frère Caleb, ma sœur Bradan, son mari et leurs enfants. C'était censé être la grande réunion de famille Mitchell, une célébration du 35e anniversaire de mes parents, et, accessoirement, une célébration de mon récent succès professionnel. J'avais dégagé mon emploi du temps pendant des mois, mais à l'autre bout du fil, il n'y avait que des reniflements. Josh sanglota TL. Oh, Josh, chérie, je ne sais pas comment te dire ça. Mon estomac se serra. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa va bien? C'est Caleb. Non, non. Tout le monde est en bonne santé, dit-elle, se mouchant bruyamment. C'est l'argent, Josh. Nous devons annuler le voyage. Annuler? Maman? Nous sommes censés partir dans 10 jours. Je sais, gémit elle. Mais les factures médicales de ton père de la visite de contrôle sont arrivées et l'assurance ne couvre pas le spécialiste comme nous le pensions. Et puis, oh mon Dieu, la voiture. La transmission de la Lincoln vient de lâcher complètement hier. Le mécanicien veut $4000 juste pour la faire rouler à nouveau. Je me suis assis dans mon fauteuil de bureau ergonomique, me frottant les tempes. Maman, respire. De combien parlons-nous? Trop, dit-elle, sa voix tremblante avec cette fragilité exercée que j'avais connue toute ma vie. Nous ne pouvons tout simplement pas justifier un voyage en Europe en ce moment. Nous devons être responsables. Nous allons perdre les dépôts sur les vols, mais nous ne pouvons tout simplement pas y aller. Je suis tellement désolé, chérie. Je sais à quel point tu as travaillé dur pour prendre ce congé. J'ai senti une lourde couverture de déception s'abattre sur moi. Paris était sur ma liste de choses à faire avant de mourir. J'avais réservé une table dans un bistrot spécifique dont j'avais lu la description dans un magazine culinaire. Mais je suis le responsable. Je suis le fils aîné. Je suis celui qui répare les choses. Maman, écoute, dis-je, passant en mode résolution de problème. Je peux aider avec la transmission. J'ai des économies de côté. Non, me coupa-t-elle rapidement. Trop rapidement. Non, Joshua, tu en fais déjà assez. Tu nous as déjà aidé avec le toit il y a quelques mois. Je ne peux pas prendre plus d'argent de toi. Nous avons juste besoin de nous serrer la ceinture. Nous resterons à la maison, peut-être ferons-nous un séjour. Nous voulons juste que tu saches pour que tu puisses annuler ton congé et peut-être récupérer de l'argent sur ton billet. J'ai réservé avec des points, marmonnai-je. Je peux récupérer les miles. Bien, dit-elle. C'est bien. Nous avons juste le cœur brisé. Caleb est dévasté. Tu sais à quel point il voulait voir le Louvre. Caleb, mon frère de 28 ans qui vivait encore au sous-sol de mes parents entre deux opportunités. L'enfant prodige. Si Caleb était dévasté, cela signifiait que la maison était actuellement une zone de guerre de crise de colère. Je suis désolé, maman, dis-je, ressentant un pincement de culpabilité d'être financièrement stable alors que mes parents luttaient avec des factures médicales et des réparations automobiles. Écoute, ne t'inquiète pas pour le dîner d'anniversaire. Pourquoi ne vous envoie-je pas quelque chose? Allez à ce restaurant italien du centre-ville, le Louis JS.
Prenez un bon dîner à mes frais. Au moins, célébrez la date. Tu es un si bon fils, dit-elle, sa voix tombant dans un murmure. Je ne te mérite pas. J'ai raccroché, me sentant comme un saint, mais un saint triste. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai transféré $500 sur le compte de ma mère avec la mention « Dîner d'anniversaire ». Je vous aime les gars. C'était il y a 5 jours. Alors, j'étais là, regardant ma pizza tourner, me sentant mal pour mes parents, coincé sous la pluie à Seattle avec une voiture en panne et des dettes croissantes. J'ai sorti l'assiette chaude, me brûlant légèrement le pouce et me suis assis au comptoir de l'îlot. Mon téléphone a vibré. Une notification Facebook. Hunter Mitchell a posté 87 photos dans l'album. Aventure parisienne de la famille Mitchell. Je me suis figé. Un morceau de pepperoni a glissé de ma tranche et a atterri sur le comptoir en granit avec un bruit gras. Hunter. Tante Hunter. La sœur cadette de mon père. Elle était un peu une tête brûlée, toujours à poster des diatribes politiques et des photos floues de ses chats. Mais ce titre était spécifique. Aventure parisienne de la famille Mitchell. Mon cerveau a essayé de rejeter l'information. Peut-être que c'était un vieil album. Peut-être qu'elle republiait des photos d'un voyage qu'ils avaient fait il y a 10 ans, mais ils n'étaient pas allés à Paris il y a 10 ans. J'ai déverrouillé mon téléphone. Mon pouce planait au-dessus de la notification. Mon cœur a commencé à battre la chamade contre mes côtes, un battement lent et lourd qui résonnait dans mes oreilles. Je l'ai touché. L'écran s'est rempli de la photo de couverture. Ils étaient là, debout devant la tour Eiffel. Le ciel était d'un bleu éclatant et sans nuages. Le genre de bleu qu'il faisait hier dans les bulletins météorologiques pour la France que j'avais vérifié par habitude. Mon père, Robert, portait un béret. Un béret. Il avait l'air ridicule, mais il souriait, un sourire que je n'avais pas vu depuis des années. Ma mère Cameron était à côté de lui, tenant un énorme bouquet de roses, l'air radieux. Ma sœur Bradan était là avec son mari et leurs 2 enfants. Et au centre, adoptant une pose digne d'une page de magazine GQ, se trouvait Caleb. Il portait un trench coat qui, je le savais pertinemment, coûtait plus cher que ma mensualité de prêt immobilier. Ils portaient tous des foulards rouges assortis. J'ai glissé vers la photo suivante. L'horodatage datait d'hier. Lieu, jardin du Trocadéro, Paris, France. J'ai glissé à nouveau. Champs-Élysées, le Louvre. Une croisière sur la Seine. Il y avait 87 photos. 87 preuves documentant un mensonge si massif, si élaboré que je ne pouvais en comprendre l'ampleur. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté mon téléphone. Je suis juste resté là. L'odeur de la pizza réchauffée me rendait soudainement nauséeux. Le silence dans mon appartement était assourdissant. J'ai regardé à nouveau la légende de l'album. Ma tante Hunter avait écrit, si jalouse du clan Mitchell qui profite de la ville lumière. Ça a l'air d'être le voyage d'une vie. Joyeux anniversaire, Robert et Cameron. Et puis j'ai vu le commentaire de ma mère en dessous. Le meilleur voyage en famille de tous les temps. Si reconnaissante pour ses souvenirs avec mes amours. Mes amours au pluriel. La photo montrait tout le monde. Tout le monde sauf moi. J'ai posé le téléphone sur le comptoir, écran vers le haut. L'écran ne s'était pas encore éteint, alors le visage souriant de Caleb me regardait toujours. Problème d'argent. J'ai murmuré à la pièce vide. Transmission, frais médicaux. La trahison ne m'a pas frappé comme un couteau aiguisé. Elle m'a frappé comme un lourd et terne coup de massue dans l'estomac. Ce n'était pas seulement qu'ils y soient allés sans moi. Les familles font des voyages. S'ils avaient dit, Josh, nous voulons un voyage juste avec les petits-enfants et Caleb, j'aurais été blessé. Bien sûr, mais je l'aurais accepté. Non, c'était différent. Ils m'avaient dit qu'ils étaient fauchés. Ils avaient annulé mes projets. Ils avaient accepté mes $500 d'argent de sympathie. Et pendant tout ce temps, ils faisaient leurs valises. J'ai regardé la date de la première photo. Elle a été prise à l'aéroport de Seattle-Tacoma le jour même où j'ai envoyé les $500. Ils étaient littéralement à la porte, attendant d'embarquer pour un vol vers la France quand ma mère était au téléphone avec moi, pleurant à propos d'une voiture en panne. Un froid a commencé à se répandre dans ma poitrine, remplaçant le choc.
C'était une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai réalisé à ce moment-là que je n'avais pas seulement une famille difficile. J'avais une famille qui me considérait comme une ressource, un obstacle, mais jamais une personne. J'ai mordu dans ma pizza froide, elle avait le goût de carton. Je l'ai mâchée lentement, mécaniquement. Puis le téléphone a vibré à nouveau. Un message texte. C'était maman. Salut chérie. J'espère que le travail se passe bien. Le scanner recommence à déconner, et papa a des documents qu'il doit envoyer au comptable. Peux-tu passer ce week-end pour le réparer? On aimerait bien te voir. L'audace était à couper le souffle. Ils venaient probablement d'atterrir. Ils avaient probablement encore le décalage horaire. Et son premier instinct n'était pas d'avouer. Ce n'était pas de s'excuser. C'était de demander de l'aide technique. J'ai regardé la photo d'eux à Paris. Puis j'ai regardé le texte me demandant de réparer un scanner. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai déverrouillé mon téléphone et ouvert une nouvelle note. J'ai tapé une seule ligne. Projet Paris. Je n'allais pas me fâcher. J'allais me venger. Mais pour comprendre pourquoi cela m'a tant touché, il faut comprendre l'argent. Plus précisément, les 20 000 $. Pour comprendre pourquoi voir ces photos a ressemblé à une agression physique, il faut comprendre la dynamique de la maison Mitchell. J'étais l'aîné, le responsable. En termes de thérapie familiale, j'étais l'enfant héroïque devenu bouc émissaire pourvoyeur. Caleb était l'enfant prodige. Bradan était l'enfant perdu qui avait appris à manipuler pour être vu. Il y a 6 mois, j'avais enfin atteint un jalon que je poursuivais depuis 5 ans. J'ai été promu directeur. L'augmentation de salaire était suffisamment substantielle pour que je puisse enfin respirer plus facilement concernant ma propre retraite et peut-être, juste peut-être, commencer un fonds d'études pour les enfants que Ryan et moi espérions avoir un jour. Je voulais célébrer. Je voulais gâter mes parents. Ils s'étaient toujours plaints de ne jamais voir l'Europe. Alors, lors du dîner du dimanche, j'ai lancé l'idée. Paris, avais-je dit en rayonnant. Pour votre 35e anniversaire. Je peux utiliser mes miles de grand voyageur pour certains billets et nous pouvons louer un grand Airbnb. Maman avait applaudi. Papa avait réellement levé les yeux de son iPad. Même Caleb semblait intéressé, demandant surtout si les clubs à Paris étaient géniaux. Nous ne pouvons pas te laisser tout payer, Josh avait dit papa, bombant un peu le torse. Nous avons quelques économies. Nous nous occuperons des vols. Tu t'occuperas juste de la logistique. Tu es doué pour ça. J'étais touché. Cela ressemblait à un partenariat, une unité familiale travaillant ensemble. Mais ensuite, il y a eu l'incident du toit il y a 3 mois, juste au moment où nous aurions dû tout réserver. Papa m'a appelé. Sa voix était sombre. C'est la maison, Josh. Les fortes pluies la semaine dernière. Le plafond de la chambre principale cède. L'entrepreneur dit que c'est structurel. Potentiel de moisissure noire. Nous avons besoin d'un remplacement complet du toit et d'un renforcement structurel. J'ai accouru. Ils m'ont montré une tache d'eau sur le plafond. Ça avait l'air grave, mais je ne suis pas un entrepreneur. Combien, ai-je demandé. 25 000, dit papa, l'air défait. Nous en avons 5, mais c'est l'argent de Paris, Josh. Et le fonds d'urgence. Nous sommes à sec. Maman a commencé à pleurer. Nous allons perdre la maison si la moisissure se propage. Nous ne pouvons pas aller à Paris. Nous ne pouvons rien faire. Caleb était assis sur le canapé, jouant à des jeux vidéo, ne levant même pas les yeux. Ouais, ça craint, frérot, marmonna-t-il. J'ai regardé mes parents. Ils avaient l'air vieux, fragiles. J'ai pensé à eux vivant dans une maison infestée de moisissures. J'ai pensé à mon salaire et à la façon dont je venais de me vanter de mon augmentation. Je peux vous le prêter, dis-je. Les mots avaient un goût lourd dans ma bouche. Oh, non. Nous ne pourrions pas, dit maman, me serrant le bras. C'est trop. Je vais vous donner 20 000, dis-je. C'est une grande partie de mes économies. En gros, la compte pour le nouvel endroit que Ryan et moi voulions, mais la maison est plus importante. Considérez-le comme un prêt sans intérêt. Payez-moi quand vous pourrez. Ryan,
mon fiancé, était furieux quand je lui ai dit. Josh, c'est insensé. Ryan avait dit, faisant les 100 pas dans notre salon. Cet argent était pour notre maison, pour notre avenir. As-tu seulement vu le devis de l'entrepreneur? As-tu parlé au couvreur? Je fais confiance à mon père, Ryan, j'avais rétorqué, les défendant comme je le faisais toujours. Ce sont mes parents. Ils ne mentiraient pas sur des dommages structurels. Ryan avait juste secoué la tête, les yeux emplis d'une sorte de résignation triste. Tu as un angle mort grand comme le Texas quand il s'agit d'eux. Demande juste un écrit. Je n'ai pas eu d'écrit. J'ai viré les 20 000 $ le lendemain matin. Tu nous as sauvés, avait envoyé maman par SMS. Tu as littéralement sauvé notre maison. Donc, pendant les 3 derniers mois, j'ai cru que mes parents vivaient dans une zone de construction. J'ai cru qu'ils s'en sortaient difficilement. Quand ils ont dit qu'ils devaient annuler le voyage à cause des factures médicales et de la voiture, cela avait du sens. Ils étaient déjà endettés de 20 000 $ pour le toit. Bien sûr, ils ne pouvaient pas se permettre Paris, ce qui nous ramène aux photos. J'étais toujours assis dans ma cuisine, fixant l'album Aventure parisienne de la famille Mitchell. Je me suis levé et j'ai marché vers mon ordinateur portable. J'avais besoin d'un écran plus grand. Je me suis connecté à Facebook sur mon moniteur de bureau. Les photos étaient en haute résolution. Tante Hunter avait un nouvel iPhone et elle savait comment l'utiliser. J'ai cliqué sur la photo numéro 12. Ma mère assise à la terrasse d'un café, tenant un croissant. Elle portait un foulard en soie que je n'avais jamais vu. Sur la table, une bouteille de champagne Moët et Chandon. Légende, vivre mon rêve. J'ai cliqué sur la photo numéro 23. Papa et Caleb devant la Joconde. Ils avaient acheté les passes d'accès prioritaires. Je pouvais le voir grâce aux lanières autour de leur cou. Celle-ci coûtait 100 € pièce. J'ai cliqué sur la photo numéro 42 et c'est là que j'ai eu le souffle coupé. C'était Caleb, mon frère au chômage. Il était appuyé contre une voiture, pas n'importe quelle voiture. Une Ferrari 488 Spider rouge vif. L'arrière-plan était la place Vendôme, l'une des places les plus chères de Paris. Au début, j'ai pensé qu'il posait juste à côté d'une voiture garée qu'il avait trouvée comme un touriste. Mais ensuite, j'ai regardé de plus près. Il tenait les clés. Il était assis sur le capot et la légende, Caleb Mitchell, à Paris, roule avec style de Lambeau en fait. J'ai zoomé sur la plaque d'immatriculation. C'était une plaque de location d'une agence de location de voitures exotiques de luxe appelée Elite Rental Car Paris. J'ai rapidement ouvert un nouvel onglet et j'ai cherché sur Google les tarifs de location d'une Ferrari 488 à Paris. 1 200 € par jour, plus une caution de 10 000 €. Mes mains ont commencé à trembler, non plus de tristesse, mais d'une rage si intense que j'avais l'impression que mon sang bouillait. Il conduisait une voiture de location qui coûtait plus cher par jour que ma mensualité de prêt immobilier, utilisant de l'argent dont j'étais maintenant sûr à 99% que c'était le mien. Le toit, murmurai-je. Il n'y avait pas de toit. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler mes messages avec papa d'il y a 3 mois. J'ai trouvé la date du virement bancaire, le 14 juillet. Puis j'ai regardé à nouveau l'album. Tante Hunter avait posté une photo de leur billet d'avion dans un collage throwback dans les commentaires. On a réservé nos billets. Paris, nous voilà. La date sur la confirmation de billets sur la photo floue, 16 juillet, 2 jours après que j'ai viré l'argent. Ils n'ont pas réparé le toit. Ils ont pris mes 20 000 $, ont attendu 48 heures, et ont réservé 7 billets pour Paris. Première classe probablement, à en juger par l'espace pour les jambes sur la photo numéro 1. J'ai entendu la porte d'entrée se déverrouiller. Ryan était rentré tôt de son service à l'hôpital. Il est entré, l'air fatigué mais souriant. Salut bébé, je pensais, puisque tu es déçu par le voyage, peut-être qu'on irait manger des sushis. Et il s'est arrêté. Il a vu mon visage. Josh. Il a laissé tomber son sac. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ta mère? Je n'ai pas parlé. J'ai juste tourné l'écran vers lui. Ryan s'est approché, confus. Il a regardé la photo de Caleb sur la Ferrari. Il a regardé la photo de la famille sous la tour Eiffel. Il a regardé les dates. Attends, dit Ryan, fronçant les sourcils. Je pensais.
Je pensais que la transmission était en panne. Je pensais qu'ils étaient fauchés. Ils sont fauchés, dis-je, ma voix rauque comme du gravier. Ils sont fauchés parce qu'ils ont dépensé mes 20 000 $ pour des vacances européennes pour tout le monde sauf moi. Ryan fixa l'écran. Son expression passa de la confusion à l'incrédulité, puis à une fureur qui égalait la mienne. Ils ont pris l'argent de la maison, l'argent pour la moisissure. Il n'y a probablement pas de moisissure, Ryan, dis-je, riant d'un rire sec et sans humour. Je parie que si nous allions chez eux maintenant, le plafond est juste très bien. Peut-être une petite tache d'eau qu'ils ont recouverte de peinture. Ryan claqua la main sur le comptoir. C'est du vol, Josh. C'est de la fraude. Tu dois appeler la police. Tu dois les poursuivre en justice. Non, dis-je en me levant. Je ne vais pas les poursuivre en justice. Pas encore. Pourquoi diable pas? Parce que, dis-je, regardant le message de ma mère me demandant de réparer son scanner. Ils ne savent pas que je sais. Ils pensent que je suis le fils idiot. La banque, le paillasson. Je regardais Ryan. Ils pensent que je vais venir ce week-end et réparer leur scanner comme un bon petit garçon. Tu ne vas pas là-bas, dit Ryan fermement. Oh, non, répondis-je. Mais je vais les faire regretter d'avoir pensé que je le ferais. Parce qu'à ce moment-là, le Joshua qui était le pacificateur est mort. Le Joshua qui voulait être le bon fils s'est évaporé. J'ai regardé les photos une dernière fois. 87 clichés de ma famille passant le meilleur moment de leur vie, financés par mon travail acharné, mon sacrifice, ma confiance naïve. Ils voulaient un informaticien. Très bien. Je leur donnerai un informaticien. J'allais effectuer un audit numérique médico-légal complet de tout leur voyage. J'allais découvrir exactement combien de mes économies étaient passées dans le réservoir de Caleb et dans le champagne de maman. Projet Paris est lancé, dis-je à Ryan. Qu'est-ce que le projet Paris, demanda-t-il. La fin de la lignée de la famille Mitchell, dis-je. Pendant les 3 jours suivants, j'ai mené une double vie. Pour ma famille, j'étais le fils beau et insouciant. J'ai répondu au SMS de maman concernant le scanner par, bien sûr, maman. Je suis débordé par le travail en ce moment, mais j'essaierai de passer dimanche. J'espère que le dîner d'anniversaire chez Louis J.S. était agréable. Elle a répondu instantanément, oh, c'était charmant. Juste tranquille. Tu nous as manqué. Tu nous as manqué. La phrase me donna envie de jeter mon téléphone à travers le mur. Je leur ai manqué en mangeant des escargots à Montmartre. Je leur ai manqué en sirotant du vin sur la Seine. Pendant que je jouais les gentils, je suis allé travailler. J'ai traité cette enquête comme je traitais une analyse de concurrent dans mon travail. J'avais besoin de données. J'avais besoin de chiffres précis. J'ai commencé par les photos. Il y en avait 87. Et j'ai analysé chaque pixel. Pièce A, l'hôtel. Sur la photo numéro 41, il y avait une vue depuis la fenêtre de leur chambre d'hôtel. Des toits parisiens, des balcons en fer forgé distincts. Dans le coin du cadre, j'ai vu un peignoir monogrammé drapé sur une chaise. C'était flou, mais j'ai reconnu le logo, le Ritz Paris. Je suis allé sur leur site web. Une chambre standard commençait à 1 800 € la nuit. Pour cette personne, ils avaient besoin d'au moins 3 chambres ou une suite. Calcul, 3 chambres x 5 nuits x 1 800 € égale 27 000 €. Environ 29 000 $. Même s'ils avaient obtenu une offre ou s'ils étaient restés moins de nuits, nous parlions d'une somme d'argent massive. Bien plus que mes 20 000 $, ce qui signifiait qu'ils avaient aussi gaspillé leurs propres économies. Ou, et cette pensée me glaça le sang, ils avaient contracté des prêts ou des cartes de crédit à mon nom. J'ai immédiatement vérifié mon rapport de crédit. Propre. Dieu merci, ils ne faisaient que brûler leur propre avenir en plus de mon argent. Pièce B, la nourriture. Photo numéro 62, une table de dîner. Juste visible au bord du cadre, un reçu que Caleb avait négligemment laissé près de son verre de vin. J'ai zoomé jusqu'à ce que l'image pixelise, puis j'ai utilisé un outil d'affûtage AI que j'utilise pour le travail. Jules Verne, le restaurant de la Tour Eiffel. Le montant total visible en bas, 1 450 €. C'est un dîner à 1 600 $. Il m'avait dit qu'il ne pouvait pas se permettre 4 000 $ pour réparer une transmission,
mais ils avaient mangé un dîner à $1600 un mardi. Pièce C. Les achats. Bradan tenait un sac Chanel sur la photo numéro 55. Pas une contrefaçon. Le cuir avait 7 éclats spécifiques. La quincaillerie était en or. Modèle, sac à rabat classique. Prix de vente au détail $11 000. Bradan, qui se plaignait constamment de l'emploi du temps de la garde des enfants avec son ex-mari avant son remariage et qu'elle ne pouvait pas se permettre un avocat pour se battre pour plus de soutien. Bradan, qui me demandait de cautionner un prêt, portait $10 000 sur son épaule. Et puis la pièce D, la voiture. Je suis retourné à la Ferrari, la location de Caleb. J'ai appelé mon ami Derek qui travaille dans le voyage de luxe. Hypothétiquement lui ai-je demandé, si je voulais louer une Ferrari 488 à Paris pendant une semaine, à quoi dois-je m'attendre? Derek a ri. Josh, tu achètes des billets de loterie? C'est cher. Tu as besoin d'une grosse assurance. Tu devrais compter environ $10 000 pour la semaine, facile. Plus une caution qui pourrait être de $10 000 à $15 000. Point. Merci, Derek. Alors, faisons le calcul. Hôtel $12 500. Vol, 7 personnes, dernière minute, probablement en classe économique premium ou affaire compte tenu de l'espace pour les jambes. $15 000. Nourriture et activité. $10 000. Achat voiture $15 000. Coût total estimé, $65 000. Mais $20 000 n'étaient qu'un acompte. C'était l'argent de départ qui leur a donné la confiance nécessaire pour faire exploser toute leur vie financière. Ils agissaient comme des gagnants de loterie, mais ils étaient en fait des kamikazes financiers. Et j'étais le dommage collatéral. Vendredi soir, je mettais la touche finale à ma feuille de calcul intitulée Eulodite. Quand mon téléphone a sonné, c'était Caleb. J'ai fixé l'écran. L'envie de refuser était forte, mais j'avais besoin d'entendre sa voix. J'avais besoin d'entendre le mensonge en temps réel. Salut, Caleb, répondis-je, gardant ma voix neutre. Yo, Josh, quoi de neuf, mec? Il avait l'air joyeux. Trop joyeux. Le son du vent parisien haut de gamme encore dans ses voiles. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Oui, j'ai été occupé, dis-je. Comment se passe la recherche d'emploi? Oh, tu sais, des entretiens ici et là. En fait, c'est un peu pour ça que j'appelle. Ça y est. Alors, écoute, continua Caleb, sa voix tombant dans ce ton confidentiel de frère à frère qu'il utilisait quand il voulait quelque chose. J'ai une énorme opportunité. Un ami à moi a une start-up, des trucs crypto vraiment cool, et il veut que je les rejoigne, mais j'ai besoin d'acheter du matériel, comme une nouvelle plateforme, des logiciels. D'accord, dis-je. Et je suis un peu à court. Papa a été radin ces derniers temps avec la voiture et tout. Je me demandais si tu pouvais me prêter, genre, $1000, juste jusqu'à ce que j'ai ma première paie. Je jure, frérot, c'est la bonne. Je te rembourserai avec intérêt. J'ai fermé les yeux. $1000. La caution de la location de Ferrari n'avait probablement pas encore été restituée, ou il l'avait dépensée en service de bouteille. $1000, répétai-je. Ouais, allez, Josh. Tu gagnes ça en une journée, n'est-ce pas, monsieur le directeur? L'envie, elle était toujours là, bouillonnante sous la surface. Il détestait que je réussisse, mais il adorait dépenser les fruits de mon succès. Je ne peux pas en ce moment, Caleb, dis-je. Mon argent est immobilisé. Immobilisé dans quoi? Tu n'es même pas parti en vacances cette année. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer. Juste des investissements, dis-je. Désolé. Waouh. Caleb ricana. D'accord, peu importe, mec. Sois comme ça. La famille est de la famille, non? Je suppose que ça ne marche que dans un sens. Je suppose. J'ai dit, bonne chance avec la crypto. J'ai raccroché. Ma main tremblait de nouveau. La famille est de la famille. Le lendemain matin, samedi, les demandes continuaient d'arriver. C'était comme s'ils s'étaient coordonnés pour une frénétique course à l'argent maintenant que l'euphorie parisienne s'estompait et que les factures de cartes de crédit menaçaient. Bradan a appelé à 10 heures.
Salut, grand frère, a-t-elle gazouillé. Elle semblait maniaque. Salut, Bradan. Écoute, j'ai une nouvelle incroyable. Nous avons trouvé une maison. Elle est parfaite, 4 chambres, grand jardin pour les enfants. C'est dans ce district scolaire que nous voulions. C'est génial, dis-je. Le seul problème, c'est qu'avec le divorce finalisé l'année dernière et le nouveau travail, mon score de crédit a pris un coup. Et celui de Mike n'est pas génial non plus. La banque dit que nous avons besoin d'un co-signataire. Juste pour la formalité. Cela ne t'affecterait pas vraiment. C'est juste pour obtenir le tampon d'approbation. Je me suis adossé à ma chaise. Co-signataire. Elle voulait que je mette mon nom et mon crédit, mon avenir financier, sur un prêt hypothécaire pour une maison qu'elle ne pouvait pas se permettre. Juste après avoir acheté un sac à main à 10 000 $ à Paris. Bradan, co-signer est une énorme responsabilité. Si vous manquez un paiement, la banque vient après moi. Nous ne manquerons pas de paiement, s'écria-t-elle. Mon Dieu, pourquoi dois-tu toujours être si négatif? Nous sommes solvables. Nous avons juste besoin d'une pause, Josh. Tu as tout. Tu as le travail parfait, le condo parfait, le partenaire parfait. Pourquoi ne peux-tu pas m'aider à obtenir une miette de bonheur? Une miette, ai-je demandé, comme un croissant à la terrasse d'un café. Il y eut un silence au bout du fil, une brusque et soudaine inspiration. Quoi, murmura-t-elle. Rien, dis-je, masquant mon lapsus. Je ne peux pas le faire, Bradan. Je ne co-signerai pas d'hypothèque. Elle claqua le téléphone. Je suis resté assis là, regardant ma feuille de calcul. Maman veut que je répare le scanner. Caleb veut de l'argent, 1000 $. Bradan veut du crédit, co-signé. C'étaient des vampires et j'étais la banque de sang. Ils m'avaient vidé pour leur voyage de luxe et maintenant ils revenaient pour les dernières gouttes. J'ai senti une main sur mon épaule. C'était Ryan. Il posa une tasse de café sur le bureau. Tu es prêt? Demanda-t-il. Prêt pour quoi? Pour les anéantir, dit Ryan. Tu as l'épreuve. Tu as la rage. Arrête de les laisser te picorer. Lâche la bombe. J'ai regardé le document que j'avais créé. Family Record 2024.pdf. Il contenait tout. Page 1, la chronologie, le mensonge sur les factures médicales. Page 2, le virement bancaire de 20 000 $ pour le toit. Page 3, l'album Facebook, des captures d'écran de toutes les photos clés. Page 4, la ventilation financière, la Ferrari, le Ritz, le Chanel. Page 5. Les demandes après l'événement. Capture d'écran du message de maman. Note sur l'appel de Caleb. Note sur l'appel de Bradan. C'était un manifeste de leur cupidité et de ma stupidité. Je suis prête, dis-je. Mais je n'allais pas me contenter de leur envoyer ça. Oh non. Tante Hunter avait posté cet album publiquement. Elle avait tagué toutes les tantes, oncles et cousins. Oncle Robert, tellement jaloux. Patricia, tu as élevé une si belle famille. Il voulait une démonstration publique d'unité familiale. Je leur offrirai une démonstration publique de la vérité familiale. Je ne l'envoie pas seulement à maman, dis-je à Ryan. Je l'envoie au chat de groupe familial élargi. Les yeux de Ryan s'écarquillèrent. Celui avec la grand-tante Martha et les cousins de l'Ohio. Tout le monde, dis-je. S'ils veulent vivre sous les feux de la rampe, augmentons la luminosité. J'ai ouvert mon client de messagerie. J'ai rédigé un nouveau message intitulé concernant le voyage d'anniversaire et les futures demandes financières. J'ai joint le PDF. Puis j'ai commencé à taper. Avant d'appuyer sur envoyer, j'ai hésité, non pas par culpabilité. Cette émotion avait été brûlée en moi, mais par un besoin ultime d'être absolument sûr. Je devais les voir face à face juste une fois. Je vais là-bas, dis-je à Ryan. Quoi? Non, protesta Ryan. Josh, ne fais pas ça. Ça va être une dispute hurlante. Pas de cris, promis-je. Maman m'a demandé de réparer le scanner. Je vais aller réparer le scanner. Je veux voir s'ils peuvent me regarder dans les yeux. J'ai roulé jusqu'à la maison de mes parents dimanche matin. Mon cœur battait la chamade,
mais mes mains étaient fermes sur le volant de ma Volvo. Je me suis garé dans l'allée. La Lincoln Town Car, celle dont la transmission était en panne, était là. Je suis passé devant. J'ai regardé les pneus. Ils étaient sales, mais la voiture semblait en bon état. J'ai levé les yeux vers le toit. Le toit que j'avais payé $20 000 pour remplacer. Il avait exactement le même aspect. Les mêmes bardeaux patinés, pas de nouvelles plaques d'asphalte, pas de benne à gravats dans le jardin latéral. J'ai sonné à la porte. Maman a ouvert. Elle avait l'air bronzée, en pleine forme. Elle portait un nouveau pull en cachemire. Josh, elle m'a serré dans ses bras. Elle sentait le parfum cher. Chanel numéro 5. Probablement acheté en duty-free à l'aéroport Charles de Gaulle. Je suis resté raide dans ses bras. Salut, maman. Entre. Entre. Papa est dans le bureau. Je suis entré dans la maison. Elle avait le même aspect, mais il y avait de subtils changements. Une nouvelle machine à expresso sur le comptoir. Breville, $800. Une pile de magazines de mode français sur la table basse. Papa était assis à son bureau, fronçant les sourcils devant son ordinateur. Salut, Josh, grommela-t-il. Ce truc ne veut pas se connecter à l'imprimante. Salut, papa, dis-je. Comment va là? La question médicale? Je me sens mieux. Il n'a même pas levé les yeux. Et? Oh, oui. Mieux. Les médicaments fonctionnent. Juste cher, tu sais, n'est-ce pas? Je sais, dis-je, et la voiture, la transmission est toujours au garage, ment-il sans effort. Nous avons emprunté une voiture de prêt. J'ai regardé par la fenêtre la Lincoln dans l'allée. La Lincoln est dans l'allée, papa. Il se figea juste une seconde. Oh, oui. Nous l'avons récupérée, mais elle fait des siennes. On ne peut pas rouler loin. Compris. Je me suis assis devant son ordinateur. J'ai résolu le problème du scanner en 30 secondes. Il était simplement débranché du port USB. Typique. C'est fait, dis-je. Super, dit papa. Et, pendant que tu es là, maman a dit que tu avais envoyé de l'argent pour le dîner l'autre soir. Merci pour ça. Mais nous regardons la facture de taxe foncière qui arrive. Il s'interrompit en me lançant ce regard. Le regard qui signifiait, tu as de l'argent que nous avons élevé. Tu paies. Je ne peux pas aider avec les impôts, papa, dis-je en me levant. Je suis un peu à court. À court? Papa ricana. Avec ton salaire? Tu viens d'être promu. Oui, mais j'ai eu des dépenses imprévues, dis-je, le fixant droit dans les yeux. Comme une réparation de toit à $20 000. Papa tressaillit. Il tressaillit physiquement. Il regarda le plafond, puis moi. Vraiment, marmonna-t-il. Le toit? Oui. Dieu merci pour ça. C'est fait, ai-je demandé. Puis-je voir la facture? J'en ai besoin pour mes impôts puisque c'était un prêt. Oh, nous n'avons pas encore les papiers, coupa maman, entrant dans la pièce avec un plateau de biscuits. L'entrepreneur est lent, n'est-ce pas? Je sais, dis-je. Eh bien, il faut que j'y aille. Attends, dit maman. Tu ne restes pas déjeuner? Caleb arrive. Bradan et les enfants. Non, dis-je. J'ai beaucoup de travail à faire. J'ai marché vers la porte. En attrapant la poignée, j'ai vu un aimant sur le frigo. C'était une photo de la tour Eiffel. Un aimant souvenir bon marché. Joli aimant, dis-je. Le visage de maman pâlit. Oh, ça. Tante Hunter nous l'a envoyé de son voyage. Gentil de sa part, n'est-ce pas? Oui, dis-je. Très gentil. Je suis sorti. Je suis monté dans ma voiture. J'ai roulé un pâté de maison, me suis garé et j'ai crié. J'ai crié jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. Ils m'ont menti en face. Dans la maison que j'ai sauvée, à propos de l'argent que je leur ai donné. Je suis rentré chez moi. Je suis entré dans l'appartement. Ryan attendait. Eh bien, demanda-t-il. Ils ont menti, dis-je. Surtout. La voiture était dans l'allée.
Le toit n'a pas été touché. Papa a demandé de l'argent pour la taxe foncière. Maman a dit que l'aimant était un cadeau de Hunter. Je me suis assis devant mon ordinateur. J'ai ouvert le brouillon de l'email. Objet, concernant le voyage d'anniversaire et les futures demandes financières à maman, papa, Caleb, Bradan, CC, tante Hunter, oncle Mike, cousine Sarah, grand-père Joe, toute la liste de la famille élargie. J'ai pris une profonde inspiration. Tu es sûr de ça? Demanda Ryan, sa main sur mon épaule. Je ne suis plus en colère, Ryan, dis-je, ma voix étrangement calme. J'en ai juste marre. J'en ai marre d'être la banque. J'en ai marre d'être le plan de secours. J'en ai marre d'être le seul adulte dans cette pièce. J'ai relu l'email une dernière fois. Bonjour maman, papa, Caleb et Bradan. J'ai vu l'album Facebook de tante Hunter sur le voyage à Paris. Les 87 photos. J'ai aussi vu les reçus visibles sur les photos, la location de Ferrari, les peignoirs de l'hôtel Ritz, le sac Chanel. J'ai remarqué que le voyage a eu lieu exactement aux dates où nous étions censés célébrer ensemble, environ 5 jours après que vous m'ayez appelé en pleurs, prétendant la pauvreté et les frais médicaux. J'ai tout documenté dans le fichier joint, y compris le virement de 20 000 $ que j'ai envoyé pour une réparation de toit qui n'a jamais eu lieu, et qui correspond à la date de vos réservations de vol. Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas blessé. Ces émotions nécessitent une attente de base d'être valorisée. Et il est clair que cette attente était mal placée de ma part. Ce que je suis, c'est que j'en ai marre. Marre de faire semblant que nous sommes une famille unie. Marre d'être disponible chaque fois que l'un d'entre vous a besoin de quelque chose tout en étant facilement oubliable quand il s'agit d'être réellement inclus. Marre d'accepter des miettes d'attention pendant que tout le monde partage des repas complets financés par mes économies. Pour répondre à vos questions, maman, non. Je ne viendrai plus réparer vos appareils électroniques. Bradan, non. Je ne co-signerai pas votre prêt. Bonne chance avec la maison. Caleb, non. Je ne vous donnerai pas 1 000 $ pour du matériel. Peut-être rendrez-vous la location de Ferrari plus tôt la prochaine fois. Papa, non. Je ne paierai pas vos impôts fonciers. Ce que je ferai, c'est me retirer entièrement de cette dynamique familiale et construire une vie avec des gens qui me veulent réellement. Ne vous donnez pas la peine d'expliquer. Je ne suis pas intéressé par les excuses. L'email d'annulation existe. Les photos existent. La chronologie est claire. J'espère que Paris en valait la peine. Joshua. J'ai plané ma souris sur le bouton envoyer. C'était l'option nucléaire. Cela détruirait les fêtes. Cela m'aliénerait de tout le monde. Cela changerait ma vie pour toujours. Fais-le, murmura Ryan. J'ai cliqué sur envoyer. Le message s'est affiché comme envoyé. Puis, presque immédiatement, les petites notifications ont commencé à apparaître. Lu. Je l'avais envoyé à tout le monde, pas seulement à eux 4. Je l'avais envoyé à tante Hunter, celle qui avait posté l'album. Oncle Bob, mes cousins de l'Ohio, même ma grand-mère. Je suis resté là, fixant l'écran, l'adrénaline coulant dans mes veines comme de l'eau glacée. C'est fait, dis-je. Pendant 3 minutes, il y eut un silence. Un silence lourd et absolu. Puis le téléphone sur mon bureau a vibré. Maman. Je l'ai fixé. Je n'ai pas répondu. Il s'est arrêté. Il a vibré à nouveau immédiatement. Maman. Puis papa. Puis Caleb. Mon téléphone ressemblait à une machine à sous qui décrochait le jackpot de la panique. Ryan a tendu le bras et a posé mon téléphone face contre terre. Non. Pas encore. Un message texte est arrivé sur mon ordinateur. J'avais e-message lié. Caleb. Mec. C'est quoi ce bordel? Enlève ça tout de suite. Grand-mère est sur le fil. J'ai ri. Un rire sec et rauque. Il n'était pas désolé. Il s'inquiétait que grand-mère le découvre. Un autre message texte. Bradan, tu es en train de ruiner ma vie. Mike voit ça. La banque pourrait voir ça. Tu es tellement égoïste, Joshua. Maman. Joshua, s'il te plaît, réponds. C'est un malentendu. Nous voulions te faire une surprise, mais s'il te plaît, appelle-moi.
Ton père a des douleurs thoraciques. Douleurs thoraciques, dis-je à haute voix, lisant le texte à Ryan. Classique, la carte d'urgence médicale. Pile à l'heure. Ne te fais pas avoir, dit Ryan. Je ne le ferai pas. J'ai complètement éteint mon téléphone. J'ai fermé mon client de messagerie. J'ai faim, dis-je, commandons de la nourriture thaïlandaise. Nous nous sommes assis dans le salon, mangeant du pad thaï pendant que mon téléphone, que j'avais rallumé mais réglé sur ne pas déranger, accumulait silencieusement une montagne d'appels manqués. 47 appels manqués, 63 messages textes. Mais la vraie action se déroulait ailleurs. Ma cousine Sarah, la fille de Tante Hunter, m'a envoyé un message séparé. Josh, putain de merde, c'est réel? Ils ont vraiment pris ton argent pour le toit pour Paris? Je répondis par un astérisque. Voir la page 2 du PDF. Confirmation de virement bancaire contre date de réservation de vol. Sarah. OMG. Maman panique. Elle n'avait aucune idée. Elle pensait que tu ne pouvais juste pas prendre de congé. Ils avaient dit à tout le monde que j'étais trop occupé avec la grande promotion pour venir. C'était donc le récit. J'étais le fils bourreau de travail qui avait abandonné sa famille pour sa carrière. Ils m'avaient dépeint comme le méchant pour couvrir leur exclusion. Tout cela en dépensant mon argent. Puis l'interphone de notre immeuble a sonné. Il était 21h un dimanche. Ryan s'est approché de l'interphone. Qui est-ce? C'est ta mère, Ryan. Laisse-moi entrer. Je sais que Joshua est là. Sa voix était stridente. Déformé par le haut-parleur, Ryan m'a regardé. Elle est là. Ne la laisse pas entrer, dis-je. Madame Mitchell, dit Ryan calmement dans l'interphone. Josh ne reçoit pas de visiteurs en ce moment. Veuillez partir. Je suis sa mère. Je l'ai élevée. Vous me laissez entrer ou je fais s'écrouler le bâtiment en criant. Je me suis levé. J'ai marché vers l'interphone. Maman, dis-je. Ma voix était ferme. Rentre à la maison. Joshua. Chérie, s'il te plaît. Tu dois comprendre. C'était une erreur. Nous ne voulions pas te blesser. Nous avions juste besoin d'une pause. Tu es si fort. Tu n'as pas besoin de nous comme Caleb et Bradan. S'il te plaît, le PDF. Tout le monde nous appelle. Oncle Bob demande l'argent qu'il a prêté à papa. Tu dois envoyer une rétractation. Dis-leur que c'était une blague. Une blague, ai-je demandé. Comme la transmission? Comme le toit. Nous te rembourserons, s'écria-t-elle. Nous te rembourserons chaque centime. Répare juste ça. Vous ne pouvez pas me rembourser, dis-je. Vous l'avez dépensé en Ferrari et Chanel. Vous êtes fauché, maman. Et je ne suis plus votre distributeur automatique. Je n'ai pas de fils, s'écria-t-elle. C'était une réplique de film livrée sans aucune ironie. Si tu fais ça, tu es mort pour moi. Je pense, dis-je, appuyant mon front contre le plastique froid de l'interphone. Que je suis mort pour toi depuis longtemps. J'étais juste un fantôme qui signait des chèques. J'ai relâché le bouton. Je l'ai entendu sangloter pendant 1 minute, puis le silence, puis le bruit de la Lincoln, celle à la transmission miraculeuse, démarrer et s'éloigner. Je suis retourné sur le canapé. Je me sentais vidé, creux. Mais je me sentais aussi plus léger. Le poids lourd de l'obligation, l'anxiété constante de bas niveau concernant leurs problèmes, leurs dettes, leurs drames, tout cela était parti. J'avais coupé le cordon. C'est le moment qui change tout. Quand j'ai finalement repris le contrôle de ma vie, j'ai éteint le téléphone qui vibrait et me suis servi un verre de vin. Du vin bon marché, mais il avait un meilleur goût que leur faux champagne de première classe n'aurait jamais pu en avoir. Merci de votre patience pour arriver jusqu'ici. Vous êtes géniaux. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime et commenter et Team Josh ci-dessous pour que je sache que vous êtes avec moi. Cela aide plus de gens à trouver l'histoire. Et honnêtement, voir votre soutien me rappelle que je ne suis pas fou de faire ça. Votre soutien est ma plus grande motivation pour partager le reste de ce voyage. Le lendemain matin, lundi, je me suis réveillé dans un nouveau monde, un monde plus calme. J'avais bloqué maman, papa,
Caleb et Bradan sur mon téléphone, mais je les avais laissés débloqués sur les réseaux sociaux. Je voulais voir le rayon d'explosion. Il était catastrophique. Tante Hunter avait supprimé l'album, mais les commentaires sur ses autres publications étaient délirants. Oncle Bob avait posté sur le mur de papa, Robert, appelle-moi. Nous devons parler de l'investissement que tu as demandé l'année dernière. Apparemment, je n'étais pas le seul qu'ils avaient sollicité pour de l'argent. Je suis allé travailler. J'ai dit à mon assistante, la douce et polie Jessica, si quelqu'un du nom de Mitchell appelle, dis-leur que je suis en réunion indéfiniment. S'il se présente, appelle la sécurité. Jessica me regarda avec de grands yeux. Tout va bien, patron? Mieux que jamais, Jess dis-je, et je le pensais. Vers midi, j'ai reçu un email de papa. Comme j'avais bloqué son numéro, il a eu recours à son email professionnel. Objet, plan de remboursement. Joshua, ce que tu as fait est impardonnable. Tu nous as humiliés devant toute la famille. Grand-mère est désemparée. Cependant, nous sommes une famille. Nous voulons arranger les choses. Nous pouvons te rembourser $200 par mois à partir de l'année prochaine. S'il te plaît, supprime l'email et dis à tout le monde que tu étais confus. Avec amour, papa. $200 par mois pour rembourser $20 000. Cela prendrait 100 mois, soit plus de 8 ans. Et cela ne comptait même pas les intérêts ou les dommages émotionnels. Et à partir de l'année prochaine. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement déplacé l'email dans un dossier intitulé Preuve. Mardi est passé. Mercredi est passé. Le silence de ma part les rendait fous. Ils étaient habitués à ce que je cède. Ils étaient habitués à ce que je m'excuse pour leurs erreurs, mais le silence de la famille élargie était pire pour eux. Mes cousins ont arrêté d'aimer leurs publications. Tante Hunter a arrêté d'inviter maman au brunch hebdomadaire. C'étaient des parias sociaux. Puis, jeudi, l'inévitable s'est produit. J'ai reçu une notification d'un service juridique. Bradan me menaçait de me poursuivre en justice pour diffamation. Elle affirmait que mon email lui avait causé un préjudice moral et avait nui à sa réputation auprès de son prêteur hypothécaire. J'ai appelé ma propre avocate, une femme intelligente nommée Elena, qui gérait les contrats de mon entreprise. Elena, regarde ça, dis-je, en lui transférant la menace. Elena a ri. La vérité est une défense absolue contre la diffamation. Josh, sont-ils allés à Paris? Oui. Ont-ils pris ton argent? Oui. As-tu des preuves? Oui. Laisse-les poursuivre en justice. Je les poursuivrai en retour pour la fraude de $20 000 plus les frais de justice. Ils ne dépasseront pas le greffier. J'ai ressenti une poussée de pouvoir. Je n'étais plus le petit frère impuissant. J'étais un homme avec des ressources, avec la vérité, et avec une avocate. Mais le coût émotionnel était réel. J'avais des cauchemars où j'étais à l'aéroport, les regardant embarquer dans un avion pendant que j'étais coincé derrière un mur de verre à crier. Ryan me tenait quand je me réveillais en sueur. Tu es en sécurité, disait-il. Tu es libre. Vendredi, j'ai reçu un colis. C'était un chèque de Caleb. Montant, $50 avec la mention pour le toit. C'était une blague, une insulte, mais c'était aussi un aveu. Ils savaient. Ils savaient tous. J'ai pris une photo du chèque et l'ai ajoutée à mon dossier de preuves. Ce week-end-là, je suis enfin allé faire mes courses. J'étais dans le rayon des fruits et légumes, choisissant des pommes, quand j'ai vu quelqu'un de familier. C'était Nathan, le fils de 15 ans de Bradan, mon neveu. Il poussait un chariot pour sa mère, qui l'attendait dans la voiture. Elle était probablement trop honteuse pour être vue en public. Nathan m'a vu et s'est figé. Il avait l'air terrifié. Il pensait que je le détestais aussi. « Salut, oncle Josh » marmonna-t-il, regardant ses chaussures. Mon cœur se brisa. Cet enfant était innocent. Il n'était qu'un passager dans leur train fou. « Salut, Nat » dis-je doucement. « Comment vas-tu? Comment se passe ta dernière année de lycée ?» Il leva les yeux, les larmes aux yeux. « Je suis désolé, oncle Josh. Je voulais te le dire. Vraiment. » « Dis-moi quoi? » « À propos du voyage, murmura-t-il. Nous avons eu une réunion de famille avant de partir.
Grand-mère a dit. Grand-mère a dit que nous ne pouvions pas te le dire parce que tu serais jaloux et que tu essaierais de nous arrêter. Elle a dit que tu étais trop contrôlant avec ton argent. Maman et oncle Caleb étaient d'accord. Ils nous ont fait promettre de ne rien poster avant notre retour, pour que tu ne le saches pas. Jusqu'à ce que ce soit fini. J'ai senti l'air quitter mes poumons, une réunion, une conspiration. Ce n'était pas seulement un mensonge par omission. C'était une stratégie planifiée et coordonnée pour me frauder et m'exclure. Ils se sont assis autour d'une table, mangeant probablement de la nourriture que j'avais payée, et ont accepté de me mentir en face. C'est bon, Nat, dis-je en posant une main sur son épaule. Tu es un enfant. Ce n'est pas ta faute. Tu n'as rien fait de mal. Tu m'as manqué là-bas, dit-il. C'était bizarre sans toi. Grand-mère et grand-père se sont disputés tout le temps à propos de l'argent. Caleb a écrasé la voiture de location et ils ont dû payer une énorme amende. Ce n'était même pas amusant. Le rebondissement. Caleb a écrasé la Ferrari. C'est pourquoi il avait besoin des $1000. Non pas pour du matériel, mais pour la franchise ou les frais de dommages. Ils ont écrasé la voiture? Ai-je demandé. Oui. Contre une borne. L'agence de location était super en colère. J'ai failli rire. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Merci de me l'avoir dit, Nat, dis-je. Et, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? C'est entre moi et les adultes. Je sais, dit-il. On peut toujours se voir? Peut-être jouer aux jeux vidéo un jour? J'adorerais, dis-je. Envoie-moi un message. Ne le dis pas à ta mère. Je ne le ferai pas. Il s'éloigna. Je suis resté dans le rayon des fruits et légumes, tenant une pomme. J'avais perdu mes parents. J'avais perdu mes frères et sœurs, mais je n'avais pas perdu tout le monde. Et j'avais gagné quelque chose de beaucoup plus précieux. La vérité. On dit que la vérité vous libère. On ne vous dit pas que parfois, la vérité fait terriblement mal au début. Mais en sortant de ce magasin, marchant vers ma fidèle Volvo, vers la maison que je partageais avec un homme qui m'aimait vraiment, j'ai réalisé que j'étais enfin vraiment libre. 2 ans plus tard, je me suis garé dans l'allée de ma nouvelle maison. Ce n'était pas seulement une maison. C'était un sanctuaire. Ryan et moi l'avions construite sur mesure. Une structure moderne en verre et en bois nichée dans les collines surplombant Seattle. C'était tout ce que l'argent du toit était censé sauver, mais infiniment mieux parce que c'était réellement la nôtre. J'ai coupé le moteur de ma voiture. Une Porsche 911 Carrera S gris ardoise. Je veux parler de la voiture une seconde. Je ne l'ai pas achetée pour me vanter. Je ne l'ai pas achetée pour la poster sur Instagram avec des hashtags comme de Lambeau. Je l'ai achetée 6 mois après l'email parce que pour la première fois de ma vie, j'ai regardé mon compte en banque et j'ai réalisé quelque chose de terrifiant et de merveilleux. Personne ne le vidait. Pendant une décennie, j'avais conduit une Volvo raisonnable parce que j'étais terrifié que si je dépensais de l'argent pour moi-même, je n'aurais pas assez pour sortir Caleb de prison ou payer l'avocat de divorce de Bradan ou réparer les problèmes de transmission imaginaires de mes parents. J'avais thésaurisé de l'argent comme un écureuil se préparant à un hiver nucléaire. Sauf que l'hiver était juste l'incompétence de ma famille. Quand j'ai acheté la Porsche, j'ai payé comptant. Je l'ai sortie du concessionnaire et j'ai pleuré. Non pas parce que j'aime les objets matériels, mais parce que ce volant avait l'air de liberté. C'était la manifestation physique des limites que j'avais enfin construites. Je suis entré. La maison était calme. Ryan était dans la cuisine en train de couper des légumes. Il a levé les yeux et a souri. Un vrai sourire facile qui atteignait ses yeux. Et, dit-il. Comment s'est passée l'évaluation trimestrielle? Brutal, j'ai ri, l'embrassant. Mais bonne. Joseph veut parler de l'expansion de la division Asie-Pacifique. Il a fait allusion à une autre augmentation de salaire et à des options d'achat d'actions. M. Vice-président, taquina Ryan. Vice-président. Cela s'était produit l'année dernière. Ma carrière avait grimpé en flèche dès que j'ai cessé de dépenser 40% de mon énergie mentale à gérer la crise de ma famille. Il s'avère que lorsque vous ne redoutez pas un appel téléphonique de votre mère vous demandant un prêt, vous avez beaucoup plus de marge de manœuvre pour innover au travail. Il y a une lettre pour toi, dit Ryan, son ton changeant légèrement. Il désigna l'îlot de cuisine.
Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture. Je me suis figé. C'était calme depuis longtemps. Après l'explosion initiale, les menaces de poursuites judiciaires et les tentatives pathétiques de culpabilisation, ils étaient devenus silencieux. L'ordonnance d'interdiction de contact que j'avais imposée tenait. Je me suis approché de l'enveloppe. C'était du papier de lin de couleur crème, la papeterie préférée de ma mère. Elle utilisait ce papier pour écrire des cartes de remerciement aux voisins qu'elle voulait impressionner. Je ne l'ai pas ouverte immédiatement. Je l'ai juste fixée. « Tu veux que je la déchiquette ?» demanda Ryan. Il tenait un couteau au-dessus des carottes, mais ses yeux étaient fixés sur moi, protecteur et féroce. « Non, dis-je, j'ai besoin de voir. » La curiosité, je suppose. Je l'ai ouverte. « Mon très cher Joshua, j'espère que cette lettre te trouve bien. J'ai appris par Tante Hunter, à qui je parle de nouveau brièvement, que tu as été promu. Félicitations. Ton père et moi avons toujours su que tu étais destiné à la grandeur. J'écris car j'ai beaucoup réfléchi. Le silence de ces 2 dernières années a été un lourd fardeau pour mon cœur. Une mère ne devrait jamais être éloignée de son premier-né. Je regarde des photos de toi bébé et je ne fais que pleurer. Nous avons fait des erreurs. Je l'admets. Nous avons laissé l'excitation de l'anniversaire obscurcir notre jugement. Nous aurions dû t'inclure. Nous avions tort. Ton père ne va pas bien. Le stress a affecté son cœur. Et Caleb, eh bien, Caleb a du mal à trouver ses marques. Le monde est si dur pour les jeunes hommes de nos jours. Je ne demande pas que nous revenions immédiatement à la situation d'avant. Mais peut-être pourrions-nous nous rencontrer pour un café, juste toi et moi. Pas d'argent, juste une mère et son fils. Je t'aime, maman. P.S. 6 juin, un petit souvenir que j'ai trouvé. J'ai secoué l'enveloppe. La photo est tombée. C'était moi et papa pêchant quand j'avais 7 ans. Une attaque tactique sur ma nostalgie. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. C'était une bonne lettre. Elle touchait toutes les bonnes cordes. Excuse, vérifier. Flatterie, vérifier. Valeur sentimentale, vérifier. Elle veut me rencontrer, dis-je en tendant la lettre à Ryan. Il l'a lu, son visage impénétrable. Et peut-être qu'elle a changé. Ça fait 2 ans. Peut-être que les conséquences les ont réellement forcés à grandir. Ryan posa la lettre. Retourne-la. Quoi? La lettre? Retourne la dernière page. J'ai retourné la dernière feuille de la lettre. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait du texte au dos parce que le papier était épais. Là, griffonné à la hâte, d'une encre différente, comme si elle l'avait ajouté à la dernière seconde, incapable de se retenir, se trouvait un post-scriptum. PPS, l'IRS nous audite concernant la taxe sur les dons pour l'argent du toit que tu as envoyé. Apparemment, puisque tu l'as déclaré comme un prêt sur tes impôts, et que nous ne l'avons pas déclaré, il y a des pénalités. C'est un désastre. Si nous nous rencontrons, tu pourrais peut-être apporter les coordonnées de ton comptable et peut-être pourrions-nous discuter d'un petit règlement pour que cela disparaisse. C'est environ $5000. Nous nous noyons, Josh. J'ai fixé les mots. L'air quitta la pièce. L'audit de l'IRS. Bien sûr, quand j'avais rempli mes impôts cette année-là, j'avais déclaré les $20 000 comme une mauvaise créance perte de prêt parce qu'ils ne m'avaient jamais remboursé. Je l'avais fait légalement. Je l'avais fait dans les règles. L'IRS a dû les signaler parce qu'il l'avait probablement traité comme un revenu ou ne l'avait pas déclaré du tout et l'avait ensuite dépensé en produits de luxe. Le café ne visait pas la reconnexion. Il s'agissait de fraude fiscale. Elle voulait que je résolve son problème avec l'IRS. Elle voulait $5000. Incroyable, murmurai-je. La tristesse s'évanouit, remplacée par une validation froide et dure. Elle m'a presque eu. Elle m'a presque eu avec la photo de la pêche. Il ne change jamais, Josh, dit Ryan doucement. Les gens comme ça. Ils ne changent pas. Ils changent juste de tactique. J'ai pris la lettre et la photo. J'ai marché vers la cuisinière à gaz. Josh? J'ai allumé le brûleur. La flamme bleue s'est allumée. J'ai tenu le coin du papier de lin de couleur crème contre la flamme. Il a pris feu instantanément.
J'ai regardé les mots mon très cher Joshua se transformer en cendres. J'ai regardé je t'aime s'enrouler et disparaître en fumée. Puis j'ai brûlé la photo de la pêche. Le café semble terrible, dis-je, laissant tomber les restes brûlants dans l'évier et ouvrant l'eau. Je pense que je vais m'en tenir au vin. Mais la vraie mise à jour sur la famille n'est pas venue de cette lettre. Elle est venue de Nathan. Une semaine plus tard, j'étais assis dans un café du centre-ville, en attendant. J'ai vérifié ma montre. La porte s'est ouverte et un grand adolescent maigre est entré. Il m'a fallu une seconde pour le reconnaître. Nathan avait 17 ans maintenant. Il avait pris de l'épaisseur, n'avait plus d'appareil dentaire et ressemblait à un jeune homme. Oncle Josh. Nat. Je me suis levé et l'ai serré dans mes bras. Il m'a serré en retour. Une vraie étreinte ferme. Nous nous sommes assis. Je lui avais commandé un grand moka et un croissant. Ironique, je sais, mais le gamin les adorait. Tu as l'air super, dit Nathan, observant mon costume. Maman dit que tu es pratiquement Bezos maintenant. J'ai ri. Pas tout à fait, mais je m'en sors bien. Comment vas-tu? Comment se passe ta dernière année de lycée? Nathan baissa les yeux vers sa tasse. Son comportement changea. La luminosité s'estompa, remplacée par une lassitude qui n'avait pas sa place sur le visage d'un jeune de 17 ans. C'est beaucoup, dit-il. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais te voir. Je postule à l'université. J'ai été accepté à l'UW et dans quelques autres en dehors de l'État. C'est incroyable, Nat. Félicitations. Oui, dit-il, sans sourire. Mais maman, elle dit qu'il n'y a pas d'argent. Le fonds d'études que grand-père était censé me constituer, il a disparu. Mon estomac se serra. Disparu? Comment? Paris, dit Nathan platement. Et les suites. Il but une gorgée de son café, puis me regarda dans les yeux. Tu veux savoir ce qui s'est vraiment passé après que tu les as coupés? Je crois que oui. C'était comme le Seigneur des mouches, dit Nathan. Après que tu aies envoyé cet email, oncle Caleb a paniqué. La société de location de voitures à Paris, Elite Rent a Car. Ils ont facturé la carte de crédit de grand-père pour les dommages causés à la Ferrari. 12 000 €. Ça a plafonné la carte. J'ai hoché la tête. Je m'en étais douté. Puis Nathan continua, parce qu'ils n'avaient pas de liquidité, puisque tu ne couvrais plus les urgences, ils ont commencé à contracter des prêts sur salaire pour couvrir les paiements minimums des cartes de crédit. Ça a dégénéré rapidement. Et Caleb, il est de retour au sous-sol? Nathan ricana. Il a essayé de lancer son truc crypto. C'était une arnaque. Il a été poursuivi par des investisseurs. Grand-mère et grand-père ont utilisé leurs économies de retraite pour lui engager un avocat afin de le sortir de prison. C'est là que mon fonds d'études est parti. Frais d'avocat pour Caleb. J'ai ressenti une poussée de rage, chaude et vive. Ils ont sacrifié l'avenir du petit-fils pour sauver l'enfant prodige de sa propre stupidité. Encore. Bradan est. Elle est amère. Nathan dit qu'elle me blâme. Elle dit que si je n'avais pas à moucharder à la famille, elle aurait pu obtenir ce prêt immobilier d'oncle Bob. Maintenant, personne ne leur prêtera un centime. Elle et mon père se disputent constamment à propos de l'argent. Ils pourraient divorcer. Encore un. C'était une tragédie. Une tragédie shakespearienne de leur propre fabrication. Nat, dis-je, me penchant en avant. Regarde-moi. Il leva les yeux larmoyants. Tu ne vas pas perdre ton avenir à cause d'eux. De combien as-tu besoin pour la première année? Josh, non. Il secoua la tête. Je ne suis pas venu ici pour demander de l'argent. Je jure. Je voulais juste. Je voulais des conseils sur les prêts étudiants. Je ne veux pas être comme eux. Je veux le gagner. Je sais que tu le veux, dis-je. Et c'est exactement pourquoi je vais t'aider. Ce n'est pas un cadeau. C'est un investissement. Tu es le seul stock dans ce pool génétique qui vaille la peine d'être acheté. Il esquissa un sourire. Je couvrirai tes frais de scolarité, dis-je fermement. À une condition, tu maintiens une moyenne générale de 3.0 et tu ne donnes pas un seul centime à ta mère, ta grand-mère ou Caleb.
Si je découvre que tu as acheté un paquet de chewing-gum à Caleb, je retire le financement. C'est pour que tu puisses t'en sortir, pour briser le cycle. Nathan me regarda fixement. Une larme roula sur sa joue. Tu ferais vraiment ça après tout ce qu'ils t'ont fait? Je ne le fais pas pour eux, dis-je. Je le fais parce que tu étais le seul à m'avoir dit la vérité au supermarché. L'honnêteté rapporte des dividendes. Nat, tu te souviens? Il s'essuya les yeux. Merci. Je ne te décevrai pas. Je sais. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus. Il m'a raconté ses projets d'ingénierie, sa petite amie, ses plans d'emménager dans les dortoirs et de s'éloigner de la toxicité de sa maison. En rentrant chez moi ce jour-là dans ma voiture que j'avais payée, me dirigeant vers la maison que je possédais, sachant que je venais d'assurer l'avenir de mon neveu, j'ai réalisé quelque chose de profond. L'héritage que j'avais perdu, l'argent, le lien familial, l'histoire était le prix d'entrée pour la vie que j'avais maintenant. Et c'était une bonne affaire. Le jour du mariage était couvert. Un gris typique de Seattle. Mais pour moi, la lumière semblait argentée. Nous ne nous marions pas dans une église. Nous ne nous marions pas dans une salle de banquet. Nous nous marions sur un ferry privé naviguant sur le Puget Sound. Seulement 40 personnes. Nos amis les plus proches, des collègues choisis, et les gens qui comptaient vraiment. Il n'y avait pas de côté de la mariée ou du marié, juste notre côté. J'étais dans la petite cabine sous le pont, ajustant ma cravate. C'était un velours vert émeraude profond. Ryan adorait cette cravate. Mon témoin était Joseph. Oui, mon patron. Au cours des 2 dernières années, il était devenu plus qu'un mentor. Il était la figure paternelle que j'avais toujours désirée. Il était sévère, juste et incroyablement généreux avec sa sagesse. « Tu es nerveux ?» demanda Joseph, me tendant un verre de scotch vieilli. « À propos du mariage ?» Non, dis-je en buvant une gorgée. « À propos du discours ?» Peut-être. « Tu es un conteur, Josh. » Joseph me frappa dans le dos. « Dis juste la vérité. Ça t'a plutôt bien réussi ces derniers temps. » J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Il n'y avait pas de message de maman, pas de message de Caleb. Je les avais finalement bloqués de tout. Email, réseaux sociaux, téléphone, même LinkedIn. J'ai entendu par le biais de Sarah, encore une fois, qu'ils étaient au courant du mariage. Ils étaient furieux de ne pas avoir été invités. Maman avait apparemment simulé un malaise au supermarché quand elle a entendu la date, espérant que la nouvelle me parviendrait. Cela n'a pas fonctionné. Il est temps de monter, dit Joseph. J'ai monté les escaliers menant au pont. Le vent était vif. Le pont était décoré de roses blanches et de bois flottés. Simple, élégant, réel, et ils étaient là, ma famille. Non pas les gens qui partageaient mon ADN. Non pas les gens qui partageaient mon nom de famille, mais les gens qui étaient présents. Il y avait Sarah, ma cousine, rayonnante dans une robe bleue. Elle avait été la fuite, l'espionne, et finalement une farouche défenseuse. Il y avait Elena, mon avocate, qui avait terrifié Bradan jusqu'au silence. Il y avait Jessica, mon assistante, qui avait gardé ma porte comme un cerbère. Et là, debout au premier rang, l'air impeccable dans un smoking loué, se tenait Nathan. Il me fit un pouce levé. C'était le seul lien avec le passé que j'autorisais, et il était là pour représenter l'avenir. Puis la musique a commencé, une version acoustique de Simply the Best. Ryan a descendu l'allée. Il était parfait. Il portait un costume de couleur crème qui faisait rayonner sa peau. Ses yeux se sont posés sur les miens et le reste du monde s'est évanoui. J'ai pensé aux 87 photos. J'ai pensé aux foulards rouges assortis à Paris. J'ai pensé aux faux sourires devant la tour Eiffel. C'était une performance. C'était du contenu pour Facebook. Ceci. C'était la réalité. Nous nous tenions devant l'officiant, notre ami Derek, l'agent de voyage qui m'avait aidé à les démasquer. Quand vint le moment des vœux, je pris une profonde inspiration. Je ne les avais pas écrits. Je n'en avais pas besoin. Ryan, commençai-je. Ma voix se brisa un instant. Il y a 2 ans, j'étais assis dans une cuisine, mangeant de la pizza froide, me sentant comme la personne la plus seule sur Terre. Je pensais avoir perdu ma famille. Je pensais avoir perdu mon histoire.
Je lui serrai les mains. Mais la vérité, c'est que je faisais juste de la place. Je faisais le vide pour faire de la place pour la vraie chose. Tu m'as soutenu quand j'étais en colère. Tu m'as soutenu quand j'étais triste. Tu m'as soutenu quand j'étais vindicatif. La foule rit. Tu m'as appris que l'amour n'est pas une transaction, continuai-je. Il ne s'agit pas de ce que je peux réparer pour toi ou de ce que je peux t'acheter ou du nombre de problèmes que je peux résoudre. Tu m'aimes même quand je suis brisé. Surtout quand je suis brisé. J'ai regardé les invités, croisant les yeux avec Nathan, puis Joseph, puis de nouveau Ryan. La famille n'est pas le sang. Le sang n'est que la biologie. La famille, c'est celui qui te tient la main quand le toit s'écroule, littéralement et métaphoriquement. La famille, c'est celui qui te dit la vérité, même si ça fait mal. La famille, c'est celui qui se montre. J'ai pris l'alliance, un simple anneau en or brossé. Je jure d'être ta famille, Ryan, aujourd'hui, demain et tous les jours. Sans condition, sans petite ligne, juste nous. Ryan pleurait. Je pleurais. Même Joseph s'essuyait les yeux. Nous avons échangé les alliances. Nous nous sommes embrassés. La corne du bateau a retenti, écho sur l'eau. Tandis que nous redescendions l'allée, entourés d'acclamations et de bulles, j'ai ressenti une légèreté difficile à décrire. C'était l'absence de poids, l'absence du sac à dos invisible de culpabilité que j'avais porté depuis l'enfance. La réception fut un flot de joie. Nous avons mangé des plats incroyables. Pas de la nourriture française à $1600, mais du saumon et des huîtres d'origine locale. Nous avons dansé. À un moment donné, je me suis retrouvé appuyé contre la balustrade, regardant les lumières de la ville de Seattle. Nathan est venu se tenir à côté de moi. Bonne fête, dit-il. La meilleure acquiesçai-je. J'ai quelque chose pour toi, dit-il. Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit morceau de papier froissé. Je n'allais pas te le donner, mais je pense que tu devrais l'avoir pour tourner la page. Il me le tendit. C'était un reçu d'un prêteur sur gage daté d'il y a 3 jours. Article, montre en or 14 carats gravé à Robert. Amour, Cameron. 25e anniversaire. Montant, $450. Grand-père a vendu sa montre d'anniversaire, dit Nathan doucement. Pour payer la facture d'électricité. J'ai regardé le reçu. Cette montre avait été la fierté et la joie de papa. J'ai ressenti un éclair de pitié. Juste un éclair, comme une bougie dans une tempête. Il s'éteignit presque immédiatement. Pourquoi tu me donnes ça? Ai-je demandé. Pour te montrer que tu as gagné, dit Nathan. Ils vendent le passé pour payer le présent. Tu construis l'avenir. J'ai plié le reçu et je le lui ai rendu. Je n'ai pas gagné, Nat. Ce n'était pas un jeu. C'était une tragédie, mais j'ai survécu et toi aussi. J'ai passé mon bras autour de ses épaules. Allez, il joue Beyoncé. On doit danser. Nous sommes retournés dans la chaleur de la cabine, laissant derrière nous le vent froid et le reçu. Plus tard cette nuit-là, Ryan et moi étions assis à l'arrière du bateau, regardant le sillage blanchir l'eau sombre. Ça va? Demanda-t-il. Oui, dis-je. Je pensais juste aux 87 photos. Toujours? Non, pas comme ça. Je pensais, nous n'avons pas pris de photos aujourd'hui, n'est-ce pas? Ryan marqua une pause. Le photographe l'a fait, mais nous n'avons pas utilisé nos téléphones une seule fois. Exactement. J'ai souri. Nous étions trop occupés à le vivre pour le documenter, et c'était ça la différence. Ma famille est allée à Paris pour prendre des photos d'un bonheur qu'ils ne pouvaient pas se permettre et ne ressentaient pas vraiment. Ils ont couru après l'image du succès, l'image d'une famille heureuse. J'avais construit la réalité. J'ai regardé mon mari. J'ai regardé les amis rire au bar. Je n'avais pas besoin de 87 photos pour prouver que j'étais heureux. Je n'avais pas besoin d'un album Facebook pour prouver que j'étais aimé. J'avais juste besoin d'être ici, maintenant. Je t'aime, dis-je. Je t'aime aussi, dit Ryan. Et, Paris est toujours là. Quand on veut, peut-être l'année prochaine. Oui, dis-je, et nous volerons en première classe à nos frais, c'est sûr. Le bateau fendit l'eau, se dirigeant vers le quai, vers la maison,
vers une vie qui était enfin complètement merveilleusement la mienne. Cette histoire peut sembler extrême. Un voyage secret à Paris, une location de Ferrari, un procès. Mais le cœur de cela est quelque chose que des millions de personnes affrontent chaque jour. L'intrication financière et la loyauté toxique. Beaucoup d'entre nous sont élevés avec la conviction que la famille passe avant tout. Quoi qu'il arrive, on nous apprend que dire non à un parent ou à un frère ou une sœur est une trahison. Mais comme je l'ai appris à mes dépens, les limites ne sont pas une trahison. Les limites sont le seul moyen de maintenir le respect de soi. Si vous êtes le réparateur de votre famille, celui que tout le monde appelle quand ils ont besoin d'argent ou de travail émotionnel, demandez-vous, vous demandent-ils parce qu'ils vous font confiance ou parce qu'ils savent que vous ne direz pas non? L'abus financier ne se présente pas toujours comme le vol d'une carte de crédit. Parfois, cela ressemble à de la culpabilisation pour vous faire payer un toit qui n'existe pas. Vous avez droit à vos propres ressources. Vous avez droit à votre propre paix. Et surtout, vous avez le droit de choisir votre famille. Le sang vous rend parent. La loyauté, l'honnêteté et le respect vous rendent famille. Je veux vous entendre. Avez-vous déjà dû fixer une limite financière stricte avec un membre de votre famille? L'ont-ils respecté ou vous ont-ils attaqué comme les miens? Ou si cette histoire vous a juste donné la satisfaction de voir la justice rendue, commentez simplement un bien ci-dessous. Cela me dit que ces leçons résonnent et que nous construisons une communauté qui valorise l'estime de soi par rapport à l'obligation toxique. Merci d'avoir écouté. Continuez à construire votre propre toit et assurez-vous d'être celui qui détient les clés.